Aston Martin, une saison 2023 pour construire un règne. On peut peut-être voir cette saison 2023 d'Aston Martin qui a été quand même en dents de scie avec un début de saison extrêmement tonitruant grâce notamment à cet homme Fernando Alonso et aussi de Lance Stroll aussi qui avait bien débuté cette saison 2023 de Formule 1 avec pourtant des poignets cassés. Mais d'ailleurs ça a été un peu une grosse traversée du désert. Même si Fernando Alonso a guidé Aston Martin même contre vents et marées, même quand la voiture perdait, j'ai envie de dire, du peps, hein, malgré une grosse AMR23. Puis finalement, on a eu une saison 2023 plutôt intéressante et pleine d'enseignements pour Aston Martin, pour un passage, quand même, il faut le rappeler, de la 7ème place sur la grille sur la 7ème place au constructeur en 2022 à une écurie qui se battait pour la victoire à certains moments, qui se battait pour des pole positions à certains moments. C'est un énorme bond en avant pour Aston Martin, surtout dans une optique logique d'aller chercher le titre dans les 3 prochaines années désormais. Bah, c'est ça, c'est que si on la prend, si on regarde cette saison par rapport à l'optique de la saison dernière, oui, c'est une progression, c'est hyper encourageant. Après, par rapport au scénario de la saison, c'est un peu plus frustrant, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que ils ont fait un concept qui marche quand même, parce que la voiture en saison était performante. Ils n'ont pas réussi à la développer en cours de saison et ils ont trouvé des clés à la fin. Je ne sais pas si c'est vraiment du développement ou c'est de l'optimisation par rapport au setup. Mais oui, en fin de saison dernière, on nous raconte la saison d'Aston cette saison. Je pense que tout le monde, soit tout le monde n'y croit pas, soit tout le monde dit c'est parfait. Il faut on signe tout de suite, quoi. Donc c'est une saison un peu particulière, mais ça reste on va dire dans le bilan comptable une bonne saison. Dans l'impression, c'est quand même un peu plus compliqué. Ouais, le projet est solide, il y a les finances et on voit qu'ils peuvent jouer sur les devants de la scène. C'est encourageant pour le futur. Tu comprenais d'ailleurs avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est exactement là où on veut peut-être envie d'investir, mais tu te souviens un peu au milieu de la saison, tout le monde disait oui, c'est du pétard mouillé Aston Martin, on n'y croit pas, on en a vu des projets comme ça qui sont arrivés avec beaucoup d'argent, mais finalement ça s'est écroulé, notamment Stewart Grand Prix à une certaine époque. Après il y a eu Jaguar derrière, à une certaine époque où beaucoup faisaient la comparatif avec Jaguar, justement. Tu avais confiance, j'ai envie de dire, dès le début en Aston Martin, même au-delà de la saison 2023, en 2022-2021 ? Ça a toujours été on a souvent parlé, de côté où c'était souvent en comparaison avec Alpine. C'était un peu pendant 2 saisons, c'était un peu dans les mêmes eaux. C'était un milieu solide de midfield, mais qui attend d'exploser. Et rapidement, on était tous les deux d'accord pour dire qu'en fait, on faisait beaucoup plus confiance à Aston pour réussir en Formule 1 et avoir des gros résultats qu'Alpine. Donc, ça a toujours été un projet sérieux. Il y a Lance Stroll et il y a Lawrence Stroll, où tu as le côté un peu famille, fils à papa, je veux une écurie pour mon fils. Mais à côté, tu as toujours eu un top pilote. Quand Vettel, pour que Vettel signe, c'est qu'il y a un peu de sérieux. Toto Wolff à départ dans Aston Martin, c'est qu'il y a quand même un minimum de sérieux. Bien sûr. Et puis pour combattre Fernando Alonso, qui était à l'époque, c'est pas Alpine propose quelque chose à Fernando Alonso qui n'y va pas, mais je pense que Fernando Alonso il signe chez Aston parce qu'il y a beaucoup d'argent et parce que aussi il a la certitude de travailler avec des gens compétents. Et oui. Quand on regarde cette saison. Oui, il y a eu des couacs, il y a eu des choses un peu bizarres, mais sur l'ensemble, sur la globalité de la saison, c'était quand même super intéressant. Et la voiture était en début de saison super intéressante. Et je pense que si Aston continue sur cette voie, après on n'est jamais à l'abri bien sûr, d'une défaillance. D'une défaillance. Même Mercedes a une défaillance depuis 3 saisons, donc tout le monde peut l'avoir, mais il y a beaucoup de signaux verts quand même. Ouais, moi j'ai toujours cru en ce que dit Vesty dans le chat, moi j'y ai toujours cru pour être un grand fan d'Aston Martin dans la gomme d'Aston Martin Racing. Donc au final l'attente en vaut la peine malgré les quelques déceptions. Je sais qu'ils sont peut-être encore en mode rodage, ils savent bien s'entourer, donc ça va bien se passer. Sans parler effectivement de Stroll ou de Lance ou de Lawrence Stroll comme le dit Vesty, mais il y a surtout un point qui est important, surtout se rappeler d'où vient Aston Martin. Je vous rappelle surtout que Aston Martin c'était Racing Point avant Force India. Quand Lawrence Stroll voit l'opportunité de remettre Aston Martin quand il rachète avec un consortium la marque Aston Martin, mais l'écurie c'est à lui d'ailleurs, n'oubliez pas, l'écurie c'est son écurie. Il a la majorité des parts dans l'écurie du côté de chez Aston Martin. La marque c'est une toute autre histoire. Mais la structure c'est à lui. Les investissements qui sont faits
montre qu'on est face à un projet sain et constructif. Ne pas oublier que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être le début pas d'une nouvelle ère en Formule 1, mais le début plutôt d'une grosse aventure en Formule 1. Loïc a très bien parlé effectivement de Fernando Alonso en disant justement, ok, Alonso a quitté Alpine, mais ok, du côté de Hamilton, il y avait de l'argent, mais il y a surtout un projet. Il y a un truc que Loïc a dit et a rappelé, c'est que Loïc et moi étaient tous les deux d'accord sur un point. Pour dire que si on devait croire plus en deux projets, Aston Martin ou Alpine, lequel on croirait le plus? Aston Martin. Parce que moi, Aston Martin, ça file droit. Il n'y a pas de changement continuel on va dire, de direction. Ils sont d'ailleurs en train de se construire une direction, et même la direction, elle est trouvée, d'ailleurs, justement, par rapport à ça. Et c'est un truc qui a un point qui est quand même assez fou, d'ailleurs, Loïc, c'est que dans l'amorce d'un projet, il y a déjà de la stabilité. Et ça change beaucoup de choses. Bah, c'est le plus important, hein. Toutes les dynasties, quand on dit en fait se bâtir dans l'échec, c'est pas parce que tu perds que tu progresses. Mais c'est parce que c'est quand tu es capable de perdre en apprenant que tu progresses. Si tu changes de tête toutes les 2 saisons, voire toutes les saisons et demie, comme le fait Alpine, ouais. En fait, quand jamais, on parle toujours de 100 Grands Prix chez Alpine. En fait, tous les 20 Grands Prix, on repart à 100 Grands Prix parce qu'on change de tête à chaque fois. Donc oui, il y a une stabilité parce que l'écurie travaille bien, parce que il y a beaucoup de compétences. Et en fait, il y a de l'argent, et il y a de l'argent qui est bien investi. Et c'est aussi un problème chez Alpine où c'est un constructeur, mais c'est un constructeur, on va dire public, parce que la France a des parts là-dedans, et du coup, c'est plus compliqué. Mais en fait, Aston, il y a tout pour réussir, et ça peut faire comme un peu fait Ferrari, un peu comme a fait Mercedes avec AMG. C'est qu'en fait, derrière, tu peux rentabiliser ça parce que la Formule 1 aujourd'hui peut être rentable. Bien sûr. Et en plus, parce que si tu as à sortir et à collaborer avec ton département, on va dire, production de voitures de série, tu peux faire une synergie intéressante. Donc, ouais, ça a toujours été intéressant. Le côté Aston, James Bond, etc. Donc, c'est là où je pense que c'est un projet qui est très crédible. Et tout ce qu'on voit, j'ai pas... Mis à part Lance Stroll, qui est une particularité qui va peut-être rien dire sur la construction de l'équipe, mais j'ai pas le souvenir d'un couac d'un point de vue directionnel. Lance Stroll, Lawrence Stroll, on peut lui tomber dessus, mais c'est pas du tout le propriétaire plein d'argent qui va faire des frasques. Des folies, des folies, bien sûr. Il y a toujours des gens intéressants, les signatures, Mike Crack, etc. C'est des gens hyper intelligents et qui connaissent bien le sport. Il y a beaucoup de gens de compétences à tous les postes, et c'est pas comme Alpine, parce que pour moi, c'est 2 écuries qu'on peut encore comparer, et je sais pas pendant combien de temps sur ce que fait Alpine, mais là, il y a 2 dynamiques différentes, et c'est là où c'est intéressant pour Aston. Par rapport aussi à Aston Martin, il est bon de rappeler que Aston Martin joue aussi son renouvellement en tant que marque, et aussi par rapport aussi à son futur en F1, parce que le renouvellement en tant que marque, il faut rappeler que Aston Martin a vécu des moments très très durs, hein, j'ai envie de dire, en termes de... juste en termes de vente et en termes d'image, c'était très compliqué pour Aston Martin. Les voitures ne se vendaient plus, ou du moins l'image n'était pas assez mise en avant. Lawrence Stroll arrive et donc remet l'image de marque en avant par rapport à l'investissement en Formule 1. Il faut se montrer aussi à la hauteur de l'engouement qui est suscité. Et d'ailleurs, même d'une certaine manière, Sébastien Vettel, quand il signe du côté de Aston Martin, il valide aussi ce projet. Vous vous rendez compte, pour Aston Martin, vous arrivez en Formule 1 avec un tout nouveau projet. Lawrence Stroll arrive à attirer un quadruple champion du monde. De chez Ferrari. De chez Ferrari. Alors oui, vous me direz, alors, il y en a qui diront, oui, après, Vettel, il n'avait pas d'autres options pour rester en Formule 1. Oui et non, il y avait d'autres options, notamment peut-être Renault. Ça, c'est encore un autre débat. Mais, de ce point de vue-là, rendez-vous compte qu'il y a un mec qui a réussi à dire à convaincre un quadruple champion du monde de venir dans un projet qui, il n'y avait pas d'assurance, encore une fois. Enfin, je veux dire... Lawrence Stroll a juste montré des choses, a parlé à Sébastien Vettel, et il a réussi à le convaincre de venir. Et être en Formule 1 pour Aston Martin est une aubaine, puisque la catégorie reine d'ailleurs en Formule 1 colle parfaitement à l'ADN d'Aston Martin, qui est le luxe et la performance. Et par rapport à ça, on arrive à attirer un Sébastien Vettel. Déjà, rien, mais juste ne serait-ce que ça, Sébastien Vettel est un gars extrêmement intelligent, et il a signé du côté de Aston Martin. Ça, et je pense que Loïc me rejoindra, ça c'est le signe absolu d'un projet
qui a de la crédibilité. Quand vous attirez un candidat champion du monde comme Sébastien Vettel, vous êtes crédible aux yeux de tout le monde. Bah, c'est ça, c'est que même si ça s'est fait à coups de dollars et à coups d'actions Aston Martin, sans parler du niveau de Vettel qui, oui, était peut-être sur la pente descendante, etc. En fait, c'est quand même un quadruple champion du monde. Pilote Ferrari qui est peut-être à ce moment-là le deuxième pilote qui a le plus de visibilité sur la grille, derrière Lewis. Donc, c'est plein de choses où ils travaillent bien, ils travaillent intelligemment, ils font des grosses signatures qui leur sont... Il y a toujours un impact positif. Ouais. Vettel, il commence assez mal, mais par contre, il finit très bien. Oui. L'image, c'est toujours positif. Il y a un côté aussi où c'est aussi un pilote qui va s'engager, donc qui va s'engager dans des causes qui sont importantes. C'est important. Le public américain est friand de ça. C'est le public principal maintenant de la Formule 1 que vise la Formule 1. Il est bien aimé chez les Britanniques aussi, chez les Allemands. Donc c'est un truc global. Et encore une fois, pour reparler d'Alpine, c'est quelque chose qu'Alpine n'a jamais réussi à faire. Oui. Ricardo, ils ont jamais monétisé dessus. Alors qu'on échange, je pense qu'Aston Martin, s'il signe un pilote du calibre de Ricardo, parce que quand Ricardo arrive chez Renault, c'est un pilote, à l'époque, c'est un pilote qui est une championship matériel, comme dirait Cyril Abitboul, comme les Sébastien Vettel, comme les Fernando Alonso. Sauf qu'ils utilisent ça complètement. Et en fait, c'est une chute en avant à chaque fois quand ils attirent un pilote. Et ça, en conservant Lance Stroll, oui, c'est pas un pilote que je porte dans mon cœur sportivement, mais en fait, à côté, ça permet de sortir un peu de cette étiquette d'écurie Stroll Family, en fait. C'est qu'à côté de Lance Stroll, on met pas quelqu'un qui va faire briller Lance Stroll, on va faire quelqu'un qui va faire briller l'écurie. Et du coup, Lance Stroll, soit il va devoir se mettre au niveau, ou soit il va pouvoir profiter d'un grand pilote. Parce que oui, Fernando Alonso, c'est peut-être un pilote avec qui il va être compliqué de travailler. Par contre, c'est un pilote qui va toujours pousser l'écurie en avant. Donc, ça va être bénéfique aussi pour Lance. Donc, c'est là où c'est très bien travaillé. C'est pas une écurie à papa, c'est pas une écurie qui est là pour faire gagner Lance Stroll. Mais tu vois, tu dis c'est pas une écurie à papa, il y en a qui loupent, enfin il y en a qui sont persuadés de ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont persuadés de ça en fait. Moi j'ai un fils, je veux qu'il réussisse dans le sport automobile, je prends pas Fernando Alonso à côté de lui. Hein. Oui. C'est peut-être, c'est un très bon pilote, mais c'est quelqu'un qui va tirer l'écurie vers l'avant et c'est pas quelqu'un qui va être un faire-valoir. Si vraiment il veut que son fils brille en Formule 1, il met à côté de lui un faire-valoir. Il aurait pu prendre un Mick Schumacher qui est d'un côté Schumacher, mais t'as le côté Mick surtout. Hein. Donc il y a tout ça, mais non, en fait, il sait que pour que Lance Stroll devienne champion du monde et que pour que Lance Stroll ait aussi une Formule 1 championne du monde, en fait, il faut que tu aies des pilotes, il faut que tu aies des compétences. Tu ne peux pas développer une voiture si tu n'as pas quelqu'un qui a un minimum d'expérience. On l'a vu chez Haas, on l'a vu chez McLaren en début de saison. Si McLaren se loupe complètement, c'est parce que le line-up est pas très expérimenté en Formule 1 et du coup, tu arrives avec une voiture qui est pas viable. Donc, c'est là où c'est un équilibre qui est bon. Et franchement, c'est une écurie... quand il la rachète, quand c'est encore Racing Point, où on peut avoir des gros doutes, notamment avec la saison de la Mercedes B. Bien sûr, ouais. Mais même s'il reste encore des problèmes de développement, c'est une écurie qui a quand même bien progressé sur ce plan-là. Et c'est pour moi le point le plus important parce que c'est bien beau d'avoir une bonne voiture, mais si tu n'es pas capable d'utiliser, c'est très compliqué. En début de saison, il exploite parfaitement l'Aston Martin. Je suis d'accord. Ouais. Et où c'est très positif. Mais il y a aussi des points négatifs, c'est que ça dure 8 grands prix, on va dire. Et c'est là où c'est un peu plus frustrant. C'est vrai que c'était un peu plus frustrant. J'ai un petit peu les messages dans le chat, vous avez beaucoup à réagir, bien sûr. Concernant Alonso, c'est surtout le contrat à plusieurs années qui a fait venir Fernando, car de l'autre côté, il y avait Piastri, il voulait reconduire le contrat d'Alonso que d'année en année, l'Espagnol a misé aussi sur la durée avec Aston Martin. C'est aussi une réalité, c'est vrai qu'effectivement investi. Kelly Lawrence Stroll a d'année en année solidifié son écurie en la rendant viable et fiable. Des recrutements 5 étoiles chez les ingénieurs, des pilotes de premier choix, recrutés et une nouvelle usine plus
plus soufflerie qui arrive, et un contrat de motoriste exclusif aussi qui leur permettrait de se battre pour un titre de champion du monde dans les prochaines années. Ce sera à partir de 2026 avec Honda. On va en parler bien sûr de ça. Si on prend toutes les teams du midfield, la tournure du projet Aston Martin est celle qui est peut-être le plus clinique. Il pose à chaque fois les pierres d'un édifice solide. Vesti perso, pour mettre son fils à côté d'un pilote bien plus fort n'est pas bête, car ça l'oblige à se surpasser pour ne pas être ridicule au final, car ça le pousse à être meilleur en théorie. Là, Stroll, son problème, c'est je pense son application et sa motivation. Preuve que tous les feux sont au vert. Il performe du côté de... Il performe de Stroll. Là, c'est vrai que là, sur cette fin d'année, il a performé, il faut le dire, Lance Stroll. Mais on va y revenir aussi, bien sûr, par rapport à ça. Je reviens effectivement par rapport à un point, c'est par rapport à Lawrence Stroll qui est là, papa, d'une certaine manière. Lawrence Stroll, en fait, il y a un point que beaucoup oublient. Alors, on en a parlé effectivement du fait que c'est pas une écurie seulement à papa, de fils à papa, parce que il y en a beaucoup qui oublient de qui est Lawrence Stroll, surtout en fait. Les gens oublient qui est Lawrence Stroll. Vous vous rendez compte qu'il y a un gars qui a investi énormément de millions d'euros de sa poche dans une écurie avec pour mettre des nouvelles infrastructures, dont une nouvelle soufflerie. Donc déjà, une nouvelle soufflerie d'un écrit, quand vous arrivez en Formule 1, ça prouve déjà que votre on fait pas ça tous les jours, hein, déjà. Hein, parce que, pour votre titre d'exemple, McLaren utilisait la soufflerie jusqu'à cette année, jusqu'à mi-saison de cette année, de Toyota à Cologne. Hein. McLaren, hein. Voilà. Il a construit avec son argent, effectivement, il a investi dans une nouvelle soufflerie, donc pour l'écurie. Et quand aujourd'hui en Formule 1, pour devenir champion du monde, déjà vous devez avoir votre propre soufflerie. Déjà, ça change beaucoup de choses. Et de ce point de vue-là, ça prouve justement que Lawrence Stroll ne vient pas investir justement des 1000 et des 100, des millions plutôt, pour juste faire gagner son fils. Rappelez, Lawrence Stroll, c'est un gars qui justement a mis en valeur et qui a bâti des marques comme Tommy Hilfiger, Michael Kors. Tout ce qu'il a touché Lawrence Stroll dans sa vie, il l'a fait pour que ça devienne de l'or. Et c'est devenu de l'or. Tommy Hilfiger, c'est devenu de l'or. Michael Kors, c'est devenu de l'or. Je crois que Ralph Lauren aussi, d'une certaine manière, lui, de côté nord-américain, c'est devenu de l'or aussi également. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Et que on ne devient pas... on n'a pas de réussite si on est trop dans si on est trop dans le sentimental. Si on est trop sur le cœur. Aujourd'hui, d'une certaine manière, dans le business. Quand on voit aujourd'hui comment des marques sont devenues des marques, bah c'est devenu ainsi parce qu'il n'y a pas eu d'état d'âme à certains moments. Aujourd'hui, si Aston Martin veut devenir effectivement champion du monde, bah il va y avoir un moment où, même déjà ça l'est, hein, où bah il va falloir être sans état d'âme pour Lance Stroll, s'il ne s'améliore pas, encore une fois. Et je pense intimement que on n'est pas passé loin cette année, peut-être de l'éviction de Lance Stroll, Loïc. Bah, je pense qu'on est très proche de l'éviction de Lance Stroll. C'est que ça s'est pas fait cette année parce que je pense que la blessure au poignet a été un peu sous-évaluée parce qu'il revient vite, mais il fait 2 bonnes courses coup sur coup. Mais le poignet, c'est très long et c'est hyper sensible. C'est quelque chose qui est hyper invalidant. Même si c'est soigné, je suis d'accord. Ouais. Ça peut. La rééducation est hyper longue. Il ne suffit pas de pouvoir réutiliser son poignet pour plus être gêné, quoi. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Et surtout, les moments où Alonso fait un reste bloqué derrière pour montrer à tout le monde qu'il peut le dépasser, mais qu'il le fait pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et surtout, arrivera un moment où cette saison, elle lui est aussi imputable. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, si t'as qu'un seul pilote qui est capable de scorer des points et de développer la voiture, c'est quand même gênant dans l'optique de jouer un titre et de jouer des grosses places, quoi. Ça va que le cash n'est pas forcément l'objectif numéro 1 de Lawrence. Ils sont déjà au budget de cap assez largement, Aston, donc ça, c'est pas un problème. Mais à un moment, il faut marquer des points et arrivera un moment où c'est un des propriétaires, mais c'est pas le seul propriétaire de l'écurie, donc il a son mot à dire, mais il n'est pas en monopole, donc arrivera un jour et c'est peut-être sa dernière chance, quoi, aujourd'hui, parce que cette saison, il y avait le passage de Vettel l'avait un peu redoré son blason parce que il avait un moment tenu Vettel en respect, après c'est plus compliqué. Mais là, en fait, il y a pas sur cette saison, il n'y a pas photo, quoi.
les moments où Alonso se bat pour une première ligne et lui, il a du mal à sortir de la Q1, Ouais. ça peut pas exister. On a été très dur avec Sergio Perez À par juste rapport titre. à Oui, oui. Red Bull. Pour moi, c'est deux pilotes à peu près dans la même zone actuellement, enfin sur la saison. Dans le ranking, Perez et Stroll, ça va ensemble. C'est deux seconds pilotes qui ont été largement dominés par leurs coéquipiers. Leurs coéquipiers qui surconduit la voiture. Hein. Aussi, ouais. Fernando Alonso, je pense que Ah bah aujourd'hui, quand même tu vois les résultats, la comparaison entre Stroll et Fernando Alonso, notamment dans les résultats. Regardez les résultats d'Alonso, c'est-à-dire qu'au moment où du Grand Prix du Canada à l'Espagne, ça a été un peu compliqué, mais au moment du Grand Prix du Canada où c'est extrêmement compliqué au niveau de la voiture, il termine deuxième du Grand Prix du Canada, mais ensuite c'est la décadence. Hein. Il y a l'Autriche bien sûr où il vient terminer. Je crois qu'il termine, oui, il termine dans les. Alors deuxième en Espagne, au Canada il termine cinquième, puis après Grande-Bretagne septième, neuvième, cinquième. Deuxième aux Pays-Bas, mais il y a eu l'effet de course qui était. Mais c'est lui qui qui arrivait à essayer de générer de la performance dans une voiture qui était en sous-performance. Italie, c'était un désastre. 9e, 15e, 8e, 6e, retired. Et au Mexique, au Brésil, il termine 3e. Mais sinon, ça a été compliqué. Hein. Et Stroll, bah, la comparaison, elle fait mal. D'ailleurs, Alonso termine 4e du championnat quand Stroll termine effectivement. Au niveau de la 10e place. Mais regardez la saison dans la globalité de Lance Stroll. Elle fait mal. La comparaison fait mal. Alors il y a un point où je tiendrai juste à dire, c'est qu'en Arabie Saoudite, il était en route pour un podium. Il y a eu la casse moteur d'ailleurs. Il était en route pour un podium. Mais sinon, c'est trop en deçà de ce qu'il devait faire. c'est trop peu quand tu es à côté de Fernando Alonso. Ouais. La place de Fernando Alonso, la 4e place au championnat du monde constructeur. Pour moi, elle est miraculeuse. Et je pense que j'avais vu, je sais plus si c'était exact ou pas, mais je pense avoir vu un article de la BBC qui dit qu'en gros, c'est la première fois qu'un pilote termine 4e alors que son écurie termine 5e au constructeur. C'est que quand tu es 5e au constructeur, normalement, tu dois jouer la P9, P10, ouais. P8 max. Lui, il a joué la P4 alors qu'il a joué très longtemps pour la P2. Donc c'est là où c'est compliqué pour Lance Stroll parce qu'il est à côté de quelqu'un qui cette saison était mort de faim et qui a surconduit la voiture et qui a conduit la voiture de manière exceptionnelle. Mais en fait, on lui demande pas d'être 3e, mais on lui demandait d'être 5e, d'aller chercher des 6e places, des places intermédiaires. Et quand tu regardes à combien de points se joue la place avec McLaren, où McLaren, en fait, c'est 2 saisons qui se croisent. Mais en fait, d'un côté, tu as un pilote, bien sûr, Alonso, et on a 2 qui performent. Donc c'est là où ça peut être compliqué, où c'est gênant pour Lance Stroll. C'est gênant pour Lance Stroll, mais après, il faut peut-être aussi laisser le temps au temps, j'ai envie de dire, dans le sens où... Encore une fois, pour remettre à titre d'exemple, tu vois, je vois un peu Aston Martin, par exemple, comme le Red Bull de l'époque, en 2005. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une écurie qui essaye d'émerger, qui se pose un peu sur rien en termes de constructeur automobile, parce qu'Aston Martin... à l'heure actuelle, c'est pas réellement un constructeur, hein, faut le savoir aujourd'hui. Hein. Y a pas... En fait, c'est une structure qu'aujourd'hui en Formule 1, Aston Martin, mais qui a racheté les locaux de Racing Point, Force India, Spiker et ainsi de suite. Vous voyez là où je veux en venir, effectivement à Silverstone, même Jordan aussi par le passé, mais que maintenant il fallait évoluer. Mais c'est pas un constructeur qui arrive et un nouveau constructeur qui arrive et c'est un peu comme McLaren, voilà, on va dire ça comme ça, Loïc. C'est ça, en fait, c'est une marque avant d'être un constructeur. C'est que c'est une marque retentissante dans le monde du sport automobile, comme peut l'être un peu Bugatti au début. Ouais. Mais par contre, c'est pas une industrie, c'est pas une marque industrielle. C'est-à-dire que ça produit pas beaucoup de voitures, ça produit pas grand-chose. Mais par contre, il y a des compétences et surtout, il y a une image. Et aujourd'hui, quand il a à faire ça, c'est que il y a du potentiel. Et le parallèle avec Red Bull est intéressant parce que ça part quasiment de zéro.
Et ça va arriver à un moment où en fait ils vont dominer le championnat parce que avec la courbe de progression qu'ils ont, ça va forcément arriver. Et ça peut être très intéressant pour eux. Et par rapport à Red Bull, ils vont pouvoir monétiser ça directement avec les voitures qu'ils vont pouvoir vendre, quoi. Ouais. Et puis il y a le parallèle avec Red Bull, moi je le trouve extrêmement intéressant aussi parce qu'il faut aussi noter que du côté de chez Red Bull, souvenez-vous d'ailleurs, Red Bull en 2005, ils arrivent, il y a tout le monde qui se fout de leur gueule. Tous les constructeurs se foutent de la gueule de Red Bull, à commencer par Ferrari, McLaren, en disant mais c'est qui cette fameuse marque de boisson énergisante que tout le monde prenait d'eau dans Formule 1 parce que en Formule 1, même encore aussi un peu aujourd'hui, mais il y a toujours ce snobisme en disant ah oui, nous on est Ferrari, nous on est McLaren, nous on est Mercedes même d'ailleurs. Vous êtes qui? Et bah regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui Red Bull, c'est l'une des plus grandes écuries de l'histoire de la Formule 1 aujourd'hui. Et aujourd'hui, des revendeurs de canettes matraquent quand même des constructeurs, n'oubliez pas ça quand même. Et que Aston Martin c'est un peu pareil. Red Bull quand ils sont arrivés à l'époque en 2005, pour 2005, ils rachètent l'écurie qui était Jaguar. Et Mateschitz, le regretté Mateschitz, avec Christian Horner, monte l'écurie Red Bull. Et surtout Mateschitz, il avait dit un truc qui était très clair. Moi je viens pour gagner. Et il a mis les investissements pour aller gagner. Et je tiens juste à rappeler que Toro Rosso a d'ailleurs gagné une course de Formule 1 avant Red Bull Racing, ce qui était d'ailleurs un truc un peu spécial. Mais au-delà de tout ça, Red Bull est surtout entré dans la course au titre en 2009. Donc moins de 5 ans, allez 6 ans plutôt. 6 ans après son entrée en Formule 1. C'est extrêmement rapide, rendez-vous compte. Même pour l'époque, ils sont allés se battre contre des Ferrari, contre des McLaren, Brown GP aussi en 2009 d'ailleurs. Qui est devenu Mercedes derrière. Et surtout, c'est que il y a cet aspect de se dire, quand tu fais le parallèle avec Red Bull, aujourd'hui, il y a eu, dans les deux quand tu mets le comparatif, Aston Martin, Red Bull, vous avez deux manias extrêmement riches. Lawrence Stroll, Aston Martin, Mateschitz en 2005 avec Red Bull. Deux projets où les gens se disent, oui, c'est un pétard mouillé, ça va rien se faire. Sauf que dans les deux projets, les deux se disent, moi je vais mettre les moyens pour gagner, mais je vais surtout bien investir mon argent. Et c'est ce qu'ils ont fait les deux. Autre point aussi, les infrastructures. Regardez, Red Bull a nettement évolué extrêmement rapidement du côté Milton Keynes. De l'autre côté, vous avez Aston Martin. L'investissement, il est fait drastiquement et extrêmement intéressant. Les têtes pensantes qui sont recrutées du côté de Aston Martin. Les têtes pensantes qui sont recrutées du côté de chez Red Bull. Chez Red Bull, on a recruté qui à l'époque? Un certain Adrian Newey, qui a été le grand artisan, l'un des grands artisans, il faut le dire, des succès de Red Bull en Formule 1 depuis qu'ils sont rentrés en Formule 1 en 2005. Et il y a ça aussi à prendre en compte. Là aujourd'hui du côté de chez Aston Martin, on a plein de têtes pensantes qui sont arrivées. Il y a eu Mike Craig bien sûr qui était à la tête de l'écurie. Il y a Andrew Alessi qui est là. Il y a Dan Fallows aussi qui est là, qui était un très proche d'Adrian Newey du côté de chez Red Bull et qui est maintenant du côté de chez Aston Martin. Vous avez Eric Blandin qui est un ancien du côté de chez Mercedes. Vous avez l'ancien designer en chef du côté d'Alfa Romeo qui est Luca Furbato. Il y a Martin Whitmarsh aussi également, Loïc qui était du côté de chez McLaren, qui est maintenant du côté de chez Aston Martin. En fait, c'est une giga réunion des Avengers de la Formule 1 en fait. C'est ça, c'est l'écurie qui a peut-être gagné la guerre des cerveaux du budget cap, quoi. Ouais. C'est que ce qui était à craindre pour les top teams avec le budget cap, c'était en gros de diviser les forces, c'est-à-dire que il y a 3 saisons, Red Bull, c'était l'écurie qui payait le mieux les ingénieurs. Ouais. Aujourd'hui, Red Bull, ils sont bloqués avec ça et en fait, la plupart des grands ingénieurs se sont retrouvés chez Aston et il n'y a pas eu beaucoup de fuites ailleurs. T'as Padillo, t'as quelques bons ingénieurs qui sont allés chez Williams, 2-3 chez Renault. Alors, ça en plus que. Petite anecdote, sachez que Padillo, dont on parle Loïc, Padillo il s'est fait virer de chez Williams derrière parce qu'il foutait rien, pour vous dire. Il y en a un autre, là, j'ai plus le nom en tête, le directeur actuel de Williams qui était de chez Mercedes avant, j'ai plus. Il y a James Walls qui est là, directeur qui était chez Mercedes, non c'était Padillo, pour moi j'avais Padillo qui était là. Il y a James Walls aussi, qui c'était directeur stratégie de Mercedes, je crois. Oui, qui est parti du côté de chez Williams, mais là maintenant, tu vois, et lui il est patron de Williams et il est très heureux, il fait vraiment très bon taf. Donc en fait, c'est là où Aston sont forts, c'est qu'ils ont attiré beaucoup de cerveaux de toutes les écuries et que quand en début de saison là, ils sont arrivés avec la voiture, tout le monde s'est un peu regardé dans les yeux en disant du coup en fait non, on n'est plus que 3 à se battre, on est 4. Et en fait quand tu as un nouveau riche comme ça, tu progresses beaucoup plus vite et t'es beaucoup moins gêné, donc
Donc c'est là où Aston ont marqué des points et c'est là où l'approche de Lance Stroll, encore une fois, elle est hyper pertinente parce que il construit sur long terme. Il ne Oui. va pas seulement chercher des noms d'ingénierie, il va aussi les mettre dans des conditions qui vont leur permettre d'innover, quoi. C'est que on n'est pas très loin d'avoir aujourd'hui. C'est peut-être l'écurie qui a la factory la plus récente et la plus C'est la plus récente, hein. high-tech Ouais, c'est la plus et la récente, plus hein. Ouais. de Formule 1. Donc, Mais, à de l'argent, à mais, des ingénieurs, un top pilote et tu as une factory high-tech. ouais. Ils ont tout pour emporter, quoi. Il y a aussi un truc extrêmement important à prendre en compte par rapport à Aston Martin, c'est pourquoi les ingénieurs vont du côté de chez Aston Martin. Il y a quelque chose en Formule 1, c'est-à-dire que vous avez un peu ce qu'on appelle un peu la Silicon Valley en Formule 1, mais c'est en Angleterre. Il y a que deux écuries qui sont pas en Angleterre. Vous avez Ferrari et vous avez aussi également Sauber qui sera l'année prochaine qui redonnera Sauber qui est à Inwil. Vous avez aussi AlphaTauri, donc il y en a trois, pardon. Même si AlphaTauri va nettement changer, on en reparlera plus tard, mais AlphaTauri va déménager de plus en plus vers Milton Keynes pour se rapprocher tout simplement de Red Bull. Donc vous en avez trois qui sont pas en Angleterre. Sinon vous avez tout le monde en Angleterre. Et en fait, ce qu'a fait Lawrence Stroll, c'est qu'elle est recrutée chez Red Bull, chez Mercedes, aussi chez Alfa Romeo aussi bien sûr, mais il est allé recruter aussi chez Ferrari. Il est allé recruter de tous les côtés de la grille, et principalement ceux qui étaient en Angleterre. Et pourquoi par exemple chez Ferrari, on avait du mal à recruter des gens compétents? Alors déjà parce qu'il fallait surtout des personnes qui étaient dans les quotas italiens, puisqu'il y a la réglementation en Italie qui fait que vous devez avoir un nombre d'Italiens très important avec les quotas dans votre entreprise. Mais aussi un autre point, c'est surtout que, en fait, vous vous rendez compte que, à titre d'exemple, l'usine de Red Bull est à moins de 45 minutes en voiture de l'usine d'Aston Martin à Silverstone. Donc en fait, vous êtes un ingénieur, vous êtes talentueux. Lawrence Stroll vient vous voir, vous propose un salaire encore plus élevé, 2 voire 3 fois plus élevé que vous avez par exemple du côté de chez Red Bull ou du côté de chez Mercedes, sans changer le moindre mode de vie que vous avez. Ah bah oui, là vous hésitez pas beaucoup, hein. C'est pas comme si Ferrari, comme si Ferrari vous proposait un salaire aussi 2-3 fois plus élevé, mais vous devez quitter votre terre natale, quitter votre famille, déménager en Italie, et donc changer totalement de vie. Et avec tout l'aspect personnel, parce qu'il faut aussi prendre mettre en exergue quand même l'aspect personnel, de changer de vie, c'est beaucoup plus difficile de déménager, même si vous avez un excellent salaire, qu'on vous propose nettement plus, dans un tout autre pays, dans une toute autre culture, peu importe d'ailleurs l'écurie, qui est chez Ferrari. En plus, vous déménagez chez Ferrari, vous déménagez dans un bordel pas possible en interne, ou c'est un chantier pas possible aussi également. Bon, ouais, c'est un autre débat, mais voilà. Mais vous pouvez potentiellement signer du côté de chez Ferrari. Ouais, mais tu changes complètement de vie. C'est dur pour un être humain de dire finalement, je vais aller dans une ambiance, dans une philosophie de vie, une manière de vivre qui n'est pas la mienne et qui ne ressemble pas à ma culture. C'est dur d'aller voir une nouvelle culture d'ailleurs. Et donc, vous avez là, Lawrence Stroll, il fait moi, je suis tout bénef, je suis en Angleterre, je suis à Silverstone, j'ai mon usine qui est à côté de toutes les autres. Donc, en fait, je vais aller recruter des gens qui n'auront même pas besoin de changer de mode de vie, mais je vais les payer cher pour les convaincre. Et ça change tout, Loïc. C'est ça, c'est comme tu l'as dit, c'est Frédéric Vasseur qui expliquait ça, que Ferrari n'arrive pas à tirer, n'est plus si attractif que ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu es un ingénieur, parce que pour entrer en Formule 1, il faut déjà être un crack, mais la plupart du monde de la Formule 1, c'est consanguin, c'est un cercle fermé. Il n'y a pas des gens qui débarquent de gauche à droite, mis à part dans le management. Les ingénieurs Ferrari ou les ingénieurs Mercedes, ils ont déjà bossé dans d'autres écuries. Ouais. Mais le truc, c'est comme tu l'as dit, c'est que ça reste des humains, ils ont des femmes, ils ont des enfants. En fait, quand tu fais un choix de vie comme ça, et surtout qu'en fait, c'est pas des pilotes, on en parlait avec Baby Choum, c'est qu'aujourd'hui, les pilotes de Formule 1 et les directeurs d'écurie, ils peuvent amener femmes, enfants, chiens, nounous sur les circuits. Quand tu es un ingénieur de Formule 1, même si tu es un top ingénieur de Formule 1, bien sûr. tu vas pas amener toute ta famille. Donc, il faut que tu puisses l'avoir. Et comme tu l'as dit, c'est le meilleur compromis. Tu changes de travail. Tu n'as pas forcément besoin de déménager. Tes enfants restent dans la même école. Ta femme aussi n'a pas besoin de déménager. Tu gardes les mêmes habitudes et tu es mieux payé. Faut être fou pour pas accepter, quoi. Donc, c'est
c'est là où c'est aussi intelligent d'être allé là. Ils sont tous à Silverstone, ils sont tous à côté, donc c'est hyper intéressant et ça rend Aston beaucoup plus attractif. Et c'est le même problème que rencontre Renault, où Renault sont au même endroit, ils sont à Enstone aussi. Hmm. Et sauf qu'ils ont une partie qui est en France, à Viry-Châtillon. Et du coup, bah, c'est une autre dynamique et c'est des freins qui sont aussi en place. Donc, c'est là où Aston, c'est hyper pertinent, leur Bien sûr. approche globale, hein, que ce soit sportive, management et technologique. Et en fait, quand on met tout bout à bout, en fait, on n'a que des signaux verts et on a deux, trois signaux qui sont inquiétants. Mais Bien sûr. comme dans toutes les écuries, hein, Red Bull, il y a aussi des signaux inquiétants. Ferrari, il y a aussi des signaux inquiétants. Oh Mercedes, oui. il y a aussi des signaux inquiétants. Donc, sur la globalité, c'est peut-être aujourd'hui l'écurie la plus prometteuse. Et je pense que la saison prochaine et dans plusieurs saisons, aujourd'hui, McLaren finit devant, mais je suis pas sûr que ça se poursuive comme ça parce que McLaren ont des vrais problèmes financiers. Il Bien faut sûr, pas oui, oublier oui. que Woking, ça appartient maintenant à l'Arabie Saoudite. Donc faut aussi regarder ce côté-là. Et Aston est hyper, c'est un projet qui est hyper emballant et on l'a toujours dit, hein, Mhm. par rapport à, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus sérieux et un peu plus stable. Ouais. Donc faut voir par la suite, mais pour l'instant tout est bien, la progression est assez constante. Bien sûr. Et Ouais. maintenant il y a dans la nouvelle usine et tout mettre bout à bout quoi. Plus de salaire, bonne ambiance, de travail, excellent projet en vue. Il me manque plus que le transat, le cocktail, Pépouze, nous s'est divesti. Ouais, c'est vrai. Alors après, je crois qu'ils ont une salle de jeu. Je serais curieux l'année prochaine, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir le campus Aston Martin l'année prochaine, notamment pour le reveal de la voiture. Parce que ça m'intéresse énormément, tout simplement, d'aller voir un peu le campus, de comprendre comment ça se passe là-bas. Ça m'intéresserait de fou. Vesti, allez les potos, je vais drifter. Bisous, Vesti, merci beaucoup d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vous rappelle que ce live sera retrouvé sur YouTube très prochainement. Donc si vous quittez même pendant le live, vous pourrez le retrouver sur YouTube. N'hésitez pas, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça, bien sûr. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, les amis. On est en plein dans le débrief de la saison 2023 de Formule 1 d'Aston Martin. On parle de plein de choses, bien sûr. Et c'est extrêmement intéressant. On rentre vraiment dans le vif du sujet par rapport à Aston Martin pour comprendre notamment cette saison aussi. Et bien sûr, notamment par rapport à la conception de cette AMR23. On va parler des pilotes, mais c'est vrai que Loïc, cette voiture, elle a été faite dans la philosophie Lawrence Stroll, pardon, pas Lance Stroll, mais Lawrence Stroll, l'agressivité, directement. Mais il y a ce point qui avait été abordé par Lawrence Stroll, c'est que Lawrence Stroll n'a pas été content, justement, un peu, on va dire ça, de voir sa monoplace downfall en termes de performance. Et ça a été très problématique de bien démarrer, mais le problème, c'est que ça a surpris l'équipe d'avoir une monoplace aussi bonne d'un coup. Bah c'est ça, c'est que on l'a vu avec Racing Point, c'est un peu la même saison qu'a subi Racing Point, sauf que bah, les adversaires étaient différents et le contexte était différent, mais la voiture est très bien née, elle a performé tout de suite, mais par contre ils n'ont pas réussi à aller dans la bonne voie tout de suite de développement et on peut leur en vouloir, c'est sûr, c'est décevant, pour moi c'est d'un côté l'écurie avec le plus de promesses, mais en même temps c'est une des écuries qui m'a le plus déçu cette saison. Mais après aussi, il faut comprendre que ça s'apprend de développer une voiture, d'être capable d'avoir une voiture à un moment, de la comprendre, de la développer et de finir avec une meilleure voiture. C'est sur la globalité de la saison ce qu'ils ont fait, parce que je pense que la voiture qui termine la saison, si on rajoute encore 2-3 grands prix, je pense qu'Alonso peut aller chercher 1 ou 2 podiums encore. Donc c'est on va dire que sur la progression globale, si on voit le point de départ de la voiture et le point d'arrivée, Mais il y a de la frustration. Il peut y avoir un peu de frustration. Mais c'est ça. Mais par contre, sur le scénario, c'est frustrant parce qu'on n'a pas l'impression que. On a eu un moment où on avait l'impression que l'écurie n'avançait plus. Mais même à ce moment-là, bah, le cap est resté. Il n'y a pas eu un affolement comme il peut y avoir chaque saison chez Alpine, quand au milieu de la saison, ils sont nulle part. Ouais. Et ils ont su relever de la tête et en fait, ils terminent la saison où ils vont chercher un podium au Brésil avec Fernando. Ouais. Et Lawrence Stroll est beaucoup plus digne et la voiture va mieux. Donc, c'est encore encourageant pour la suite. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à faire la même chose la saison prochaine, mais maintenir ce niveau d'exigence, toujours progresser et sortir un peu de ce modèle un peu d'écurie où on fait une bonne voiture, on maximise les points en début de saison et puis après on voit quoi. Et il faut sortir de ça. Et Lawrence Stroll, a
a raison d'en parler et comme ça, ça montre que lui aussi a un rôle dans l'écurie et que si lui voit ça, tout le monde le voit et tout le monde va essayer de bosser Bien pour sûr. modifier ça, quoi. Le problème d'Aston Martin, est-ce qu'on s'est peut-être pas un peu trop emballé? Je me souviens ici en live, on se disait pas est-ce que Aston peut gagner, mais quand vont-ils gagner? Je pense toujours la même chose, moi, Jay. Hein. Moi, je pense toujours Bah, que Aston Martin, c'est pas quand, c'est pas est-ce qu'ils vont gagner, c'est quand vont-ils gagner. Et pour moi, Aston Martin, je pense qu'ils vont gagner très prochainement. Hein. 2020, je pense que en 2023, ils ont raté le coche à un moment. Pour moi, le moment où Aston Martin, je dis pas aurait pu, mais devait gagner, je maintiens ça, c'est le Grand Prix Monaco 2023. Aston c'est pas Martin. qu'ils devaient, Vas-y. c'est que si ils font l'arrêt au stand au moment où il faut le faire, c'est-à-dire Mais ils au le moment font, où hein. Non, mais ils le font l'arrêt au stand de pire. Hein. Souviens-toi, ils font l'arrêt au stand et ils mettent les mauvais pneus. Alors qu'il allait pleuvoir. C'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils font le bon arrêt au stand au bon moment, Ouais. c'est-à-dire qu'au moment où il commence à pleuvoir et que les pneus descendent en température, tu mets les intermédiaires, Ouais. tu gagnes le prix et largement. Oui, largement, ouais. Et c'est là où c'est dommage. Et encore une fois, ça s'apprend. Faut se souvenir que Mercedes a eu des moments où c'était plus compliqué. Bien Quand sûr. tu as la meilleure voiture comme Red Bull cette saison, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des calls un peu douteux. Ça se voit pas en fait, parce que tu as 10 secondes d'avance, tu ressors avec 5, tu reprends 10 au bout de 5 tours. Ouais. Mais quand une voiture comme ça, très performante en haut du midfield à jouer les podiums, pour gagner, il faut l'alignement des planètes. Et là, tu l'avais et tu n'as pas réussi à l'avoir. Et oui, c'est dommage, ils l'ont loupé. Mais ça va se représenter parce que c'est une voiture où j'ai pas encore compris quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est peut-être la vitesse de pointe. Mais il y a des circuits où tu es performant à Monaco, mais tu vas pas être performant à Budapest. Si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas Grand Prix à Budapest. Enfin, c'est particulier. Après, c'est un aspect aussi où ils n'ont pas réussi à développer la voiture aussi. Et c'est ça aussi la grosse problématique, c'est que on arrivait du côté de Aston Martin dans une saison où on apprenait. Et je pense que, très sincèrement, je pense que les gens étaient trop durs avec Aston Martin en disant oh, vous voyez, ils ont perdu le fil, c'est du pétard mouillé. Non. Je pense que les gens ont été trop durs avec Aston Martin. Après le Lance Stroll bashing, on va y revenir. Mais tu vois, je pense que c'est une erreur qui les a. Par exemple, Monaco, comme le dit OJ, c'est justement en faisant ce genre d'erreur qu'ils vont pouvoir progresser. Et en fait, c'est ça, c'est que pour moi, toute cette saison, tu parlais de la Hongrie, mais c'est juste arrivé à un moment, il fallait faire progresser la voiture, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui montrent que Aston Martin apprend. Elle est en apprentissage. Alonso avait conscience de ça dès le début. Et d'ailleurs, Alonso qui a réussi à prendre conscience que là, il va falloir être patient à 42 balais. Ça, encore une fois, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut faire d'Alonso, mais alors ça, réussir à avoir de la patience à 42 balais, faut y aller hein, pour en avoir de la patience à 42 balais. Moi, j'en aurais pas de la patience à 42 balais. Hein. Déjà, j'ai pas trop de patience à l'heure actuelle dans ma vie. J'ai que de la patience pour les choses qui me sont chères. Mais sinon, à 42 balais, j'aurais pas de patience comme ça. Alonso, il a compris qu'il fallait être patient. Il a compris qu'Aston Martin apprenait. Qu'Aston Martin allait faire des erreurs. Qu'ils en ont fait cette année. La plus grosse, à mon sens, restera le développement de la voiture. Qui n'ont pas réussi à faire de la meilleure des manières. En fait, ils se sont peut-être un petit peu perdus, mais ils voulaient comprendre pourquoi ils étaient perdus. Ils l'ont fait de manière consciencieuse pour qu'à la fin de la saison, Lance Stroll et Fernando Alonso aient une voiture décente pour aller chercher des gros résultats. Ce qu'ils ont fait avec Alonso et Stroll, parce qu'Alonso est allé chercher il allait chercher un podium c'était au Brésil. Et Stroll est allé chercher des bonnes places à Las Vegas et également au Brésil, à Abu Dhabi, je sais plus réellement. Mais voilà, c'est que on s'est perdu, mais on s'est ensuite retrouvé parce qu'on apprend. Et je trouve surtout aussi, Loïc, c'est que, comme disait un sage ancien joueur de l'équipe de France et d'Arsenal, il faut laisser le temps au temps. Parce que le temps apporte le temps, et le temps permet de nous élever. C'est ça, en fait, tu peux pas acheter le temps, tu peux pas accélérer le temps, tu peux pas. Oui. Dans ces moments-là, tu peux acheter une usine, tu peux acheter. Mais en fait, le temps d'apprentissage dans le nouvel environnement, ça a pas de prix, tu peux pas l'acheter. Et c'est pour ça que, oui, Fernando Alonso, il est devenu patient, il est devenu plus sage avec le temps, enfin. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé à Monaco, je pense que le Alonso chez Alpine, il aurait pété un plomb.
Ouais. Et le Alonso de n'importe quelle période aurait pété un plomb aussi, mais c'est en fait, ce qui se passe chez Aston, ça ressemble beaucoup aux bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment. Ouais. C'est que peut-être Alonso, il signe chez Aston il y a 3 ans, ça se passe pas aussi bien, parce Bien que sûr. c'est pas le même Fernando Alonso. Peut-être que Aston arrive 3 ans plus tard, bah, ça se passera pas bien aussi. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que bah, tout fonctionne bien. Il y a eu des couacs, mais des couacs qui ont été résolus, et comme tu l'as dit, c'est hyper important. Bah, oui, ils ont reculé pendant la saison. Ils sont passés de 2e force à 5e force, même si je pense que d'un point de vue purement rythme, ils doivent être au-dessus de Mercedes et même au-dessus de McLaren. Ouais. Mais par contre, bah, ils ont régressé sur la saison et ils ont reprogressé parce qu'en fait, ils ont dit bah ok, cette voie c'est pas la bonne. Ouais. Après, est-ce qu'ils ont compris pourquoi cette voie était pas la bonne? J'espère pour eux et je pense Bien parce que sûr. bah ils ont rectifié en cours de saison et beaucoup d'équipes sur cette nouvelle ère n'ont pas réussi à rectifier ça. Mercedes n'a pas réussi. Ferrari a réussi un peu, mais c'est pas donné à tout le monde. McLaren, je prends pas l'exemple parce qu'en fait, ils ont recréé une voiture. Hein. Bien Y a sûr. pas de... C'est pas qu'ils ont pas leur concept, c'est qu'ils ont dit bah ce concept il est nul, on en refait un autre. Et c'est là où ça peut être intéressant. Et oui, il faut apprendre. Pour apprendre, il y a des gens qui apprennent, ils commettent jamais d'erreur. C'est extrêmement rare, mais ça existe. Verstappen, Mais le chemin d'un quasiment, notamment. Hamilton aussi, quasiment. À certains moments. Verstappen, il a commis quelques erreurs Verstappen au début chez Red Bull. Oui. Mais en fait, le truc, c'est quand tu commets des erreurs au milieu du peloton et quand t'as pas des... Enfin, tu vois, les erreurs de Verstappen sur la domination Mercedes, Ouais. enfin, tu vois, on s'en fiche un peu parce que ça n'a pas d'impact. Là, les erreurs d'Aston ont eu un peu d'impact parce que, bah, en début de saison, c'était l'écurie qui avait la possibilité de battre Red Bull. Ouais. Et après 6 Grands Prix, on n'en parlait plus, quoi. Alors que, bah, à Monaco, je pense que au-delà de Singapour, Monaco, c'est peut-être le seul Grand Prix où Red Bull doit perdre la course. Ouais. De ça. J'ai Ouais. pas d'autres. Et ils le font pas, et tant pis pour eux, mais ça leur a permis de se construire. Ils ont gagné, ils ont fait une saison, ils ont une saison vécue collective ensemble, et ça peut être que meilleur pour eux. Pour se concentrer un peu plus sur Alonso, il y a la saison d'Alonso quand même est assez. Je ne m'y attendais pas. Je vais être honnête, la saison de Fernando Alonso, je ne m'y attendais absolument pas. Je m'attendais pas à un tel niveau de Fernando Alonso en 2023. J'attends de voir aussi 2024. Est-ce qu'il va continuer à être aussi performant Fernando Alonso? C'est une bonne question aussi qu'on peut se poser. Mais est-ce que ça t'étonne à 42 ans, et même le chat, hein, est-ce que ça vous étonne qu'à 42 balais, Fernando Alonso d'ailleurs n'a jamais quitté la Q3 jusqu'aux 2 tiers de la saison. Mais est-ce que ça vous a étonné de voir à 42 ans un Fernando Alonso aussi flamboyant? 42 ans. Alors oui, c'est un athlète de haut niveau, bien sûr, mais 42 balais. Je vous donne un exemple. Moi, ce qui m'a le plus étonné, ce qui m'a fait même comprendre qui était Fernando Alonso en termes physiquement parlant, et l'hygiène de vie qu'il a, c'est après le Grand Prix du Qatar, le mec avait l'air clean. Toute la grille était au bord de enfin, s'était évanoui ou était réellement mal, était au sol, se sentait extrêmement mal. Alonso il arrive en mode ça va les gars, bon, je suis un peu fatigué mais ça va quoi. Quand même, c'est ça en fait la force de Fernando Alonso. Est-ce que toi ça t'a étonné, le chat et bien sûr le chat bien sûr, mais toi aussi est-ce que ça t'a étonné de voir Alonso à 42 ans aussi performant et aussi flamboyant? Bah, en fait, Fernando Alonso, le truc qu'on a du mal, il est tellement talentueux qu'on oublie que c'est un bosseur. Ouais. Et je conseille de regarder la série sur Amazon Prime sur Oui. sa saison juste avant Alpine, son retour chez Alpine. Le gars travaille physiquement. À 42 ans, je pense qu'il y a très peu de pilotes de la grille qui auront le physique qu'a Fernando Alonso. Il est hyper athlétique, il est hyper endurant, et comme tu l'as dit, bah, ça s'est vu au Qatar. Il travaille aussi à l'usine, il travaille son pilotage, etc. Donc, c'est pas étonnant. En fait, ce qui est étonnant, c'est que peut-être à 42 ans, il est enfin un beau choix de carrière. Enfin, tu vois, Ça c'est fou, c'est oui. que Ouais. c'est de se dire, bah, dès qu'il part d'un endroit, ça marche. Il part de McLaren, ça marche. Enfin, ça marchait déjà quand il y était, mais Lewis est champion du monde. Il part de Ferrari, c'est le renouveau de Ferrari avec l'air hybride. Il y a beaucoup de choses, mais oui, Fernando, ça a toujours été un top pilote.
c'est une anomalie qu'il ait dû passer, c'est en grande partie de sa faute, hein, de passer 3 ou 4 saisons en dehors de la Formule 1. Ce qu'il faisait déjà chez McLaren avec un bout de ferraille avec 4 roues, c'était déjà exceptionnel. Ouais. C'est juste que là, en fait, il a le bon matériel et il a toujours un niveau exceptionnel. Donc oui, forcément, ça va scorer des points. Mais peut-être que sa carrière un peu chaotique en termes de choix, ça lui a permis d'avoir encore faim. Quand tu regardes des pilotes comme Lewis Hamilton, qui a toujours eu des bons choix de carrière, quand il part de McLaren, on lui dit mais il fait l'erreur de sa vie. Bah en fait, il va chercher 8 titres de champion du monde. Ouais. Donc c'est là où il y a beaucoup de choses, mais ça lui a donné faim. Et aujourd'hui, à 42 ans, j'ai jamais vu un pilote de Formule 1 de cet âge-là avec, on dirait un enfant, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est 42 ans, mais dans sa tête, c'est peut-être un des pilotes les plus jeunes de la grille et qui a le plus de motivation de la grille. Quelqu'un comme, je sais pas, comme Yuki Tsunoda a pas une fin comme Fernando Alonso, alors qu'il est 2 fois champion du monde et que dans la tête des observateurs, il a plus rien à prouver à personne. Et si aujourd'hui, des gens disent que c'est un des pilotes les plus grands de l'histoire de la Formule 1, pas le plus grand, mais un des plus grands. À 42 balais, être à ce niveau-là, il y a des raisons. À ce niveau-là, les 24 heures du Mans, fait peut-être une des plus grandes performances d'un rookie au Paris-Dakar. Enfin, il a tout fait. Ouais. Il n'a plus rien à prouver à personne. Et aujourd'hui, il se retrouve à peut-être être, hors Max Verstappen, le pilote de l'année. C'est vrai. Surtout qu'à son âge, il se fait plaisir, le Papy Alonso, c'est que du bonus. Avant une erreur, c'était peut-être 8 titres pour Hamilton. Il a vécu bien pire que le Qatar. Alonso, les pilotes de maintenant, ils font plus rien peut-être par rapport à l'époque. Je ne dis pas qu'il chill en course, mais c'est beaucoup moins contraignant qu'avant, estime Frost. Alonso, il mérite tellement plus de titres si seulement il aurait fait les bons choix de carrière. C'est le GOAT du sport automobile, tout simplement, de Thiago Silva par rapport à Fernando Alonso. Il y a aussi un point important par rapport à Fernando Alonso, c'est qu'il a aussi un style qui est totalement sans compromis. Ce qui peut d'ailleurs déstabiliser beaucoup, hein. Peut-être que pour beaucoup d'ailleurs c'était un peu plus compliqué de tenir à Fernando Alonso. Je donne l'exemple du côté de chez Alpine, en interne on était en mode oui bon ça va Alonso, peut-être certains pouvaient se dire que le style Alonso ne collait pas un peu à Alpine aujourd'hui. Par contre, du côté de Aston Martin, ça colle bien, hein, parce qu'Alonso, il va les pousser dans les retranchements, les gars. Hein. Il y va. Hein. Surtout que c'est extrêmement important pour Aston Martin d'avoir un Alonso de cette manière-là, parce qu'au moins, il les met tout le temps sous pression. Alonso, il a un travail. On oublie beaucoup, mais les pilotes de Formule 1 ont un travail. C'est de faire gagner leur écurie. C'est d'amener leur écurie le plus loin possible. Il y a des objectifs à la fin de la saison. Et Alonso, lui, il fait « Ok, j'ai un travail, je veux faire ça, et je veux faire en sorte de faire avancer tout ça. » Et il l'a fait du côté de Aston Martin. Regardez le bon d'Aston Martin peut-être durant l'intersaison, mais aussi le fait qu'Alonso ait réussi à apprivoiser une monoplace qu'il ne connaissait pas quelques jours avant. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte par rapport à Fernando Alonso à Bahreïn notamment. Et en fait, il va toujours chercher la chose. Il va toujours chercher des tensions, des tensions, et surtout mettre l'ambition et la motivation toujours en avant pour permettre à Aston Martin d'avancer dans son projet de devenir champion du monde dans les 3 prochaines années. Il a un objectif dans Alonso, c'est de permettre à Aston Martin de devenir champion du monde. Et c'est en ça où je suis presque à me dire, attention c'est peut-être un peu provocateur, le chat va peut-être m'insulter, mais que à certains égards en tout cas, il est plus intéressant qu'à Sébastien Vettel chez Aston Martin. Bah, enfin, c'est différent parce que c'est pas les mêmes pilotes, c'est pas les mêmes personnages, mais Sébastien Vettel, il sort de la filière Red Bull, il était chez Ferrari, il est un peu en bout de course, enfin tu vois, psychologiquement en bout de course, il va t'amener de l'expérience, c'est un super pilote, comme on l'a dit, c'est une super signature, etc. Mais il n'est pas dans le même état d'esprit que Fernando Alonso. Fernando Alonso, il arrive chez Aston Martin, saison après saison, il veut prouver à tout le monde qu'il n'est pas fini. Et c'est là où on reconnaît les champions, c'est que c'est pas un politicien, c'est pas quelqu'un qui va mettre les formes quand ça va pas, essayer de. Il va être franc, ce qui a pu lui coûter beaucoup chez Ferrari, ce qui peut lui coûter beaucoup aussi chez Alpine, parce qu'en fait, quand ça va dans son sens, il le montre et il va pas faire des courbettes, il va pas prendre sur lui sur ça. C'est parfois gênant,
Mais dans des contextes comme ça où Aston Martin, en fait, c'est un peu une écurie start-up, on va dire. C'est une écurie qui naît, qui émerge de rien et en fait qui doit bosser rapidement et avoir des gens comme ça qui font pas de compromis, qui sont toujours là à chercher en fait, c'est hyper intéressant pour les écuries comme ça. Et comme Lewis, c'était hyper intéressant pour une écurie comme Mercedes. Bien sûr. C'est qu'en fait, il n'y a pas de bien ou de mauvais pilotes, de mauvaises personnes dans ce milieu-là. Enfin, dans le milieu du travail, je parle, mais Ouais. c'est qu'en fait, en contexte, un bon joueur de foot, tu as des joueurs de foot, tu les sors d'une équipe, ils sont nuls. Oui. Alors que dans une équipe 2 saisons avant, ils étaient top 10 au Ballon d'Or. Donc en fait, il faut trouver son contexte. Et là, le contexte actuel d'Aston Martin, c'est peut-être le contexte idéal pour un pilote comme Fernando Alonso, qui est déterminé, qui a juste envie de gagner. C'est comme, ça reprend un peu le truc L-Plan, le slogan L-Plan. C'était qu'un slogan. C'était Fernando Alonso qui voulait absolument gagner. Ils ont essayé de monnayer ça Alpine, mais en fait ça a jamais vraiment été même lui Alonso disait non c'est pas vrai tout ce qu'on fait là, le L-Plan c'est pas vrai quoi, il le disait même Alonso. Parce que en fait tu peux dire L-Plan, mais si tes ingénieurs toute ton écurie croit pas en toi, c'est très compliqué de performer et c'est là où avec le recul, c'est encore une fois, on parle de l'instabilité d'Alpine. Ça montre encore une fois que, oui, Fernando a des problèmes, mais sur la relation avec Alpine, je pense qu'aujourd'hui, Alpine a beaucoup plus à se reprocher que Fernando Alonso parce que. Ouais, c'est vrai. Fernando, mais en fait, à un moment, si tu es toxique et que tu es performant, on peut te le pardonner. Aujourd'hui, Alpine n'est pas performant. Alpine a fait des mauvais choix. Peut-être que le line-up, c'est peut-être le seul bon choix qu'ils ont fait, et encore, d'un point de vue sportif, oui. D'un point de vue humain, ça reste quand même très compliqué. Il y a beaucoup de journalistes qui disent que ça a été très, très, très chaud pendant la saison. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des rumeurs qui envoient Ocon du côté de Porsche, Audi. L'arrivée Audi, pardon. L'arrivée de Gasly n'est pas pour rien, en fait. Et ça a toujours été compliqué chez Renault, Alpine maintenant, la gestion des pilotes. Et en fait, chez Aston, c'est très simple parce que tu n'en as qu'un à choisir. Ouais. Et en fait, ça fait depuis le départ de Checo Pérez, en fait, c'est 2 masterclass en pilote, quoi. Tu récupères un quadruple champion du monde qui fait confiance, qui permet à ton écurie de progresser d'un point de vue médiatique, aussi d'un point de vue sportif. Ouais. Et là, maintenant, tu récupères un double champion. Enfin, tu récupères un double champion du monde qui a fait surperformer ta voiture, qui a mis en confiance tout le monde, parce que ça aussi, ça aide. Ouais. C'est plus simple de demander aux ingénieurs d'Alpine, c'est simple de travailler quand à chaque fin de Grand Prix, tu as eu des accrochages entre tes deux pilotes et tu as performé pendant. C'est plus compliqué de travailler, tu as la pression, tu as un haut qui change constamment. Là, chez Aston Martin, c'est clair. La voiture a encore des progrès à faire et s'il y a un pilote qui va jamais se reposer sur une voiture, c'est Fernando Alonso. Donc, il va toujours tout ce qui a progressé. Et tu continues de gagner, enfin, tu performes, tu marques des gros points. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et pour refaire le parallèle, de l'autre côté, tu as des écuries qui sont dans un cercle vicieux parce qu'ils performent pas, ils n'ont pas de stabilité. Ils font 2-3 bons résultats quand le management change. Et dans 6 mois, ils vont rechanger le management parce que les résultats sont redescendus. Donc, c'est là où, la signature d'Alonso, c'était hyper intéressant. Ouais. Ça a vite scoré des points. Le début de saison de Fernando est exceptionnel comme celui d'Aston Martin. Et aujourd'hui, dans l'esprit des gens et dans l'image de la Formule 1, le début de saison, Aston s'est placé sur la carte de la Formule 1. Ouais. Et la saison prochaine, il va y avoir beaucoup d'attentes. Et ils vont devoir les confirmer. Et c'est que de la pression positive, ça, maintenant. C'est clair. Et surtout aussi par rapport à un autre pilote dont il fallait qu'on parle, bien sûr, c'est Lance Stroll. Alors, on en a parlé, bien sûr, au début. Mais c'est vrai que là, Lance Stroll, alors, on l'a dit, c'est qu'on a évoqué aussi sa situation, notamment au niveau de ses poignets. Et je rejoins cet avis comme quoi je pense que sa blessure au poignet a été peut-être... ses blessures au poignet, ça a été mal géré. Il est revenu trop vite.
Alors oui, il a été excellentissime sur les premiers Grands Prix de la saison en Arabie Saoudite, mais bien sûr à Bahreïn. Mais derrière, je pense qu'il était aussi sous infiltration, aussi également. Mais surtout, il y a une problématique, c'est que ça a été peut-être pas assez bien, il est revenu trop vite, et derrière ça a eu des conséquences notamment sur sa saison, physiquement parlant. Mais aussi, il y a eu un point, c'est qu'il a eu aussi beaucoup de malchance, ça c'est un fait. Mais il a aussi été très mauvais. Il y a aussi un point, il a été très mauvais, et ça s'est même ressenti au niveau de sa frustration aussi à Lance Stroll. Il y a eu le Qatar où il a poussé son physiothérapeute, il a eu un geste physique, un mouvement d'humeur physique envers son physiothérapeute Lance Stroll. Et ça a été très très problématique bien sûr à son égard. Et on a senti surtout un Lance Stroll qui a été réellement proche du burn-out. On va me dire, en parlant, au point où on se demandait, mais est-ce qu'il a réellement envie d'être là? Est-ce qu'on l'oblige à être là, Lance Stroll? Et on a eu ce sentiment-là qui s'est finalement un peu envolé parce que il a performé derrière au Brésil et également à Las Vegas où il se montrait extrêmement souriant. Ce qui me laisse à penser très sincèrement qu'en interne, Loïc, il y a eu une discussion entre Lance Stroll, le père, Lawrence, et même dans la globalité, Aston Martin, les dirigeants d'Aston Martin. Parce que on est passé du tout au tout sur de tout ce qui s'est passé durant la saison au Lance Stroll, après Qatar, et après ce qu'il y a eu cette échauffourée en interne avec le physiothérapeute. Bah ouais, c'est en fait la saison de Lance Stroll, elle est un peu à l'image de celle d'Aston, quoi. C'est que il fait un gros début de saison un peu miraculeux où en fait il se casse les poignets limite le lundi, le dimanche il fait un Grand Prix et il fait 5 ou il fait 4, je sais plus. Mais oui, pour moi il est revenu trop tôt. Il fallait laisser du temps sur ça, faire comme Daniel Ricciardo, laisser son baquet à Drugovic, peu importe. Il y a un pilote qui a peut-être la sûreté de l'emploi, c'est lui. Et qu'aujourd'hui, même si un pilote performe à sa place, il va revenir et il va être tranquille. Donc c'est là où, pour moi, il a fait une erreur et en fait, je pense qu'il a voulu montrer sa détermination et peut-être sortir un peu de son image de mec nonchalant qui a pas forcément envie d'être là. Ouais. Et on l'a oublié, ça aussi, hein. C'est que quand on dit à juste titre, on avait l'impression qu'il avait pas envie d'être là. Est-ce qu'on pense vraiment que quelqu'un qui a pas envie d'être en Formule 1, il va prendre le risque de conduire avec limite, il avait encore les points de suture sur les mains, quoi. C'est ça aussi. Hein. Là, on a vu réellement l'implication, la motivation d'un pilote quand même. Hein. C'est une saison un peu bizarre parce que d'un côté, on a les 3 premiers Grands Prix où à chaque fin de Grand Prix, il est quasiment obligé de mettre ses mains dans un congélateur pour plus avoir mal. Et en fait, on passe à un moment où il en vient en main avec son physio. Et quand on sait l'importance qu'a un physio par rapport à un pilote, son meilleur ami, hein. Physio, c'est le meilleur ami, c'est celui qui va te préparer, qui va t'échauffer, c'est un peu le physio, c'est compliqué à traduire en français, ça n'existe pas vraiment, mais c'est un kiné, préparateur physique et psychologue quasiment. Enfin, tu vois, c'est normalement ton homme fort dans une écurie. Quand tu changes d'écurie, normalement, tu gardes ton physio. Et c'est là où, ça montre un mal-être. Et peut-être qu'il vit pas forcément, il a envie d'être en Formule 1, mais il a peut-être pas envie, il supporte peut-être pas le traitement qu'il peut recevoir par certaines personnes en Formule 1. C'est qu'il a envie il est là grâce à son père, c'est une évidence. Je pense que lui, même lui le sait. Mais c'est qu'il a peut-être aussi envie de sortir un peu de ça. Et le Fernando Alonso qui arrive en Formule 1, oui, c'est une aubaine pour lui, pour progresser, pour apprendre des meilleurs. Mais ça le stigmatise aussi, ça l'expose médiatiquement en se disant, regardez, quand il y a un vrai pilote au volant d'une voiture, de cette voiture, il marque des gros points. Lance Stroll, il a du mal à terminer dans les points, donc c'est une saison un peu compliquée et je pense que physiquement, quand tu as ce qu'il a vécu et quand tu reviens si vite, après tu peux avoir des problèmes post-traumatiques, donc des douleurs au poignet, des problèmes, etc. Bien sûr. Les broches, c'est pas évident parce que ça fait toujours une gêne. Théo Pourchaire qui aussi a eu un problème de poignet, a mis du temps pour revenir et c'était qu'au volant du F2. Donc c'est compliqué pour lui, ça s'est mal passé, que ce soit sportivement et même humainement. Je pense que l'épisode avec son physio, ça lui a fait beaucoup de mal et à l'intérieur de l'écurie. Il a sans doute eu des discussions avec son père et peut-être que
s'il n'y a pas du mieux, c'est la possible dernière saison de Lance Stroll chez Aston. Oui. Mais Je pense aussi, ouais. mais il y a eu des moments bien. Je pense que la blessure au poignet, on l'a vite oublié parce que lui nous l'a fait vite oublier. Mais on a été dur avec lui, mais faut y penser aussi. Mais après, c'est plus encore une fois son côté nonchalant, le fait qu'il soit pas très bavard, ça le pénalise aussi parce que quand tu ne parles pas avec la presse déjà va être plus dure avec toi, Bien sûr. et puis le public va d'éléments pour te disculper de problèmes. S'il nous dit au milieu de saison, bah ouais, je suis revenu un peu vite de mon poignet parce que j'avais envie de montrer que j'étais là et que je ne me laissais pas abattre. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai du mal à forcer sur mon poignet. Et du coup, forcément, quand tu es pilote de Formule 1 et que tu as du mal à utiliser tes deux mains, c'est compliqué de performer. Donc, c'est une saison qui est peut-être la pire saison de Lance Stroll depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Il y a pas eu qu'on a vécu avec Vettel des moments où il zigzague en ligne droite, où il a failli sortir la moitié du plateau. Ouais. Mais par contre, Pur, il n'a pas eu son coup d'éclat annuel où il va chercher une pole, il va faire un podium, etc. Mais dans la pression, c'est pas fou et il faut espérer pour lui que ce soit que de passage parce que l'année prochaine, s'il a toujours une bonne voiture et qu'il pénalise Aston comme l'a pénalisé cette saison, ça va être compliqué de rester en forme pour lui. C'est clair, effectivement. Je suis clairement du même avis par rapport à Lance Stroll. Je pense que c'est vraiment le... L'année prochaine, il va falloir clairement élever le niveau parce que sinon, et je pense très sincèrement que c'est peut-être la dernière saison de Lance Stroll s'il ne s'améliore pas parce qu'en 2025, clairement, l'Aston Martin passera dans une autre dimension, surtout en vue de s'améliorer et d'élever son niveau de jeu, surtout par rapport tout simplement à comment ça s'appelle, à Hyundai qui arrivera en 2025, en 2026 plutôt, et ça... Pour le changement de réglementation, ça va être extrêmement important. Il va falloir des pilotes extrêmement compétents par rapport à ça. Imaginez la saison d'Aston Martin avec un deuxième pilote plus talentueux et peut-être plus en confiance. Aston Martin aura pu viser peut-être le podium en championnat des constructeurs. C'est ce que nous dit effectivement OJ dans le chat, potentiellement. Et c'est ce que dit aussi Jetark. Stroll leur coûte peut-être la P4 au minimum cette saison. C'est peut-être sûr. Même d'ailleurs, on l'a vu comptablement parlant. C'était clairement ça par rapport à Aston Martin. Quelle note tu mettrais toi à Aston Martin, Loïc, à Aston Martin, même le chat d'ailleurs, hein. Vos notes par rapport à Aston Martin, on fera la moyenne après à l'issue de tous les récaps, je les mettrai sur Twitter notamment. Quelle note toi tu mettrais à Aston Martin dans la globalité, à également bien sûr à Aston Martin, à Lance Stroll et à Alonso? Franchement, Aston, j'ai du mal à mettre plus que la moyenne. Enfin, c'est... Ah ouais? Ah, t'es dur. Ouais, mais c'est qu'en fait, le truc, c'est que ils partent de loin, parce qu'ils partent la saison dernière, c'est une mauvaise voiture. Ils ont une top voiture en début de saison. Ils ont la deuxième... Enfin, c'est à l'image de cette saison de Formule 1 globale, c'est qu'ils passent de deuxième force du plateau à cinquième force en quasiment un Grand Prix. Bien sûr. Tu vois, c'est peut-être que 8 c'est un peu dur, mais puisque la saison finit mal, mais en début de saison, les 10 premiers Grands Prix, je leur mets 18. Et en fin de saison, je leur mets 6-7, quoi. Parce que au milieu de saison, je leur mets 6-7, à la fin, je leur mets 14. Donc, en fait, ils ont eu un trou trop important. Peut-être, 8, c'est un peu dur, je leur mets entre 10 et 12. Moi, je leur mettrais 12, hein, tu vois. Moi, je mettrais 12, je mettrais quand même, non, même 13 à Aston Martin, tu vois. Parce que ça reste, par rapport au point de départ, ça reste une saison où ils progressent, c'est sûr. Il n'y a pas... La Aston Martin de la saison dernière, l'écurie, les pilotes, etc. sont plus forts cette saison que l'année dernière. Ça, c'est une évidence. Bien sûr. Mais par contre, l'action est pas régulière au fil de la saison. Et en fait, c'est dans la frustration, tu as Monaco, tu as le développement qui est pas performant en milieu de saison. Et en fait, tu te retrouves tu joues des podiums de manière régulière et incontestée avec Alonso au Grand Prix de Grande-Bretagne où en fait, tu as Piastri et Norris qui t'éclipsent complètement. Ouais. Et c'était que, on va dire, cette écurie avec Mercedes qui te passait devant. Mais il y a des moments où Alonso est obligé de se battre pour être en Q3, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est un peu frustrant. Après, Alonso, je pense que
Je mets entre 16 et Moi, je mets, 18 moi, je mets 17, moi. Moi, je mets 17 à Alonso. parce que enfin, c'est peut-être une de ses plus grandes saisons hors titre, quoi. Ouais. Et hors saison de Ferrari où on invente le DRS parce que ça lui coûte un titre. Mais il peut pas faire mieux, quoi. Ouais. Sur la saison globale, les moments où il peut jouer en podium, il a le podium. Ouais. Et les moments où il a du mal à jouer en podium, il est border podium, il va chercher un podium. Et il y a juste des moments où en fait la voiture marche pas et il peut pas faire autre chose qu'une P8 ou une P10, quoi. Mais il y a pas eu de moment où il a fait une erreur. Il n'a pas fait d'erreur à des moments où ça coûtait des points. Ouais. L'erreur en Australie, c'est pas une erreur, c'est la voiture qui casse. Ouais. Alors qu'il était à 2 doigts d'aller chercher une pole. À Monaco, il a 2 doigts aussi d'aller chercher une pole. Donc c'est une très bonne saison et j'ai pas l'impression qu'il y a un pilote qui peut faire mieux avec cette voiture, comme un peu avec Max, quoi. Ouais. Et par contre, Stroll, je pense que c'est un 6 et je suis gentil, quoi. C'est un Parce 6 que Moi, je l'ai mis 12. Moi, j'ai mis 12 à Stroll, moi. ouais, enfin, parce que t'as des actions, je sais pas, Oui, même oui. Stroll, Aussi. les Bon, ça va débat. mais non, enfin, le truc, c'est que pour moi, c'est un peu la même saison que Perez et j'ai mis 6 à Perez, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pour moi, c'est exactement la même saison. Ils sont surdominés par un coéquipier. Il y a des moments où ils font des performances décentes. La P4 en début de saison, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Avec le contexte, c'est exceptionnel, mais quand on prend du recul, en fait, ton meilleur résultat, c'est d'être une P4 avec une Aston. Ouais. Du premier Grand Prix, c'est pas exceptionnel. C'est sa place. Mhm. Et après, bah, en fait, il y a l'attitude qui est pas bonne, que ce soit l'attitude médiatique, mais aussi le fait de pousser son physio, Oui. c'est grave, ça montre qu'il y a un problème. Et puis, bah, en fait, c'est peut-être la saison qui. C'est bizarre parce qu'en début de saison, on s'est dit, ah ouais, il aime vraiment la Formule 1 et Ouais. il aime ça. Et en fin de saison, on se dit, bah ouais, mais en fait, va-t'en, tu vois, si t'aimes pas ça, va-t'en. Donc c'est là où c'est une saison à double tranchant, mais ce qui sauve Aston Martin, c'est d'être en surperformance en début de saison. Lance Stroll n'a pas eu cette chance-là parce qu'en début de saison, il était blessé et il n'a pas forcément pu surperformer. Ouais, effectivement. Moi, je lui mets 12. En tout cas, toi, tu l'as dit que tu mettais 6. Donc, on fait récapitulation des notes. 13 et 10 pour Aston Martin. Alonso, 16 et 18. 12 et 6 pour Lance Stroll. Ouais, en tout cas, c'est les notes qui sur Stroll, on n'est pas trop d'accord. En tout cas, est-ce que Aston Martin, en tout cas 2023, c'était une saison de remontée pour construire un règne? Je pense que pour la réponse, est-ce que règne? Je ne sais pas, mais en tout cas pour aller chercher un titre mondial, oui. En tout cas, assurément, c'est un début de construction pour aller chercher un titre mondial. Maintenant, la concurrence va être rude pour les prochaines années, dans un projet pour devenir champion du monde dans les 3 prochaines années, surtout vu de l'avance de Red Bull, notamment les amis. Mais ça, on le verra notamment dès l'année prochaine, dès la saison 2024 de Formule 1 avec bien sûr Lance Stroll et Fernando Alonso.